Bonjour, excusez-moi. On va débuter parce qu'il y a un peu de retard qui s'est pris dans le courant de la journée. Donc, si on veut s'assurer de finir à temps, qu'on puisse arriver à temps pour le souper et tout, bien, on va débuter tout de suite. Donc, bonjour, bienvenue à cette conférence intitulée « Focus jurisprudentiel sur le secteur résidentiel et l'effet sur les pratiques professionnelles ». Je ne suis pas un poète, donc beaucoup de rimes, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler, dans le fond, de l'importance de respecter... Oui? Ah, OK, c'était pour... Parfait, merci. Donc, on va parler aujourd'hui de l'importance de respecter vos obligations et de l'impact que ça peut avoir si jamais vous ne les respectiez pas. Dans le cadre de la journée du courtage de demain, bien, ça s'exprime sur le fait qu'on veut avoir des courtiers qui vont travailler de façon plus préventive pour, évidemment, amener une meilleure protection du public. Ça va de soi. Mon nom est Enrico Martin, je suis analyste au service des sinistres du FARCIC. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter cette conférence qui sera probablement moins drôle que celle de M. Niquet ce matin, mais qui, je l'espère, pourra vous aider dans votre pratique de tous les jours. Donc, les lois et règlements qui encadrent le courtage immobilier du Québec prévoient plusieurs obligations qui dressent votre comportement, donc le comportement des titulaires de permis, qui doivent respecter dans leur prestation de service. On peut penser, par exemple, aux obligations de transparence, de loyauté, de disponibilité de compétences, de vérification, d'information et de conseil. Le non-respect de ces obligations-là peut évidemment mener à des plaintes en déontologie, donc des plaintes disciplinaires, éventuellement peut-être même des sanctions contre vous, mais également des recours en responsabilité professionnelle devant les tribunaux ou simplement une réclamation au FARCIC. L'un n'exclut pas l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une réclamation ou une plainte disciplinaire qu'on ne pourra pas faire l'objet à un recours en matière de responsabilité professionnelle. Évidemment, ce sont toutes des obligations qui sont très importantes, mais aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la vérification, l'information et le conseil. Pourquoi on a choisi ces trois-là? C'est parce qu'on s'est rendu compte au FARCIC que ces trois obligations-là se retrouvent dans la quasi-majorité des réclamations qui sont déposées au FARCIC et qui ont comme fondement une vérification d'informations qui a été absente ou déficiente, la transmission d'une information qui était erronée, la non-divulgation d'une information connue ou la promulgation d'un conseil qui s'est avéré être pas le bon conseil. Donc, pour évaluer si le courtier immobilier, le titulaire de permis, a bien rempli ses obligations, le tribunal, ce qu'il va regarder, c'est comment vous vous êtes comporté face à un courtier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Donc, ce qu'on veut voir, c'est un courtier qui est conscient de ses obligations, puis qui va prendre les moyens pour être prudent et diligent, pour les respecter, les accomplir. Considérant l'importance de ces trois obligations-là, l'OACIQ a déjà publié sur Simbad la ligne directrice Vérification, information et conseil. Vous pouvez la trouver sous le numéro 264-829 et je vous invite à la consulter pour pouvoir augmenter vos connaissances en la matière. Donc, on va débuter avec l'obligation de vérification. L'obligation de vérification découle du fait que tout titulaire de permis a l'obligation, en fait, d'informer les parties avec objectivité, sans exagération, dissimulation ou fausse déclaration de l'ensemble des faits pertinents à une transaction. Il doit donc recueillir toute l'information pertinente en entreprenant des démarches pour découvrir les facteurs pouvant affecter défavorablement les parties ou l'objet même de la transaction, donc l'immeuble. Comme vous êtes responsable de l'information que vous diffusez, vous devez vérifier ces renseignements-là selon les règles et usages, les règles de l'art et les usages, afin de vous assurer de pouvoir démontrer l'exactitude des informations que vous divulguez au public ou même aux autres membres de la profession.
Évidemment, pour en démontrer l'exactitude, il va falloir aller chercher ces informations-là auprès des sources les plus fiables possibles pour l'information que l'on recherche. Le courtier doit également s'assurer d'avoir une conservation des recherches qu'il effectue et des résultats de ces recherches. Pourquoi? Bien, c'est parce que si jamais vous êtes poursuivi, si jamais il y a une plainte en discipline contre vous, vous allez être en mesure de démontrer que vous avez effectué les recherches, que vous avez été auprès des sources les plus fiables possibles pour cette information-là, et ça va pouvoir, bien évidemment, vous aider dans votre défense. Évidemment, ça veut dire que si jamais l'information vous était transmise de façon verbale, mais ça va être important de confirmer cette information-là par écrit, par exemple avec la municipalité qui vous dirait que l'immeuble est conforme pour avoir 5 logements. Si elle vous le dit au téléphone, bien, peut-être d'envoyer un courriel pour recevoir confirmation de la conversation que vous avez eue. Oups, un petit peu trop vite. Donc, ce qui va être important de retenir aujourd'hui, c'est les mots suivants ou les expressions suivantes: objectivité, toute l'information pertinente, usage et règles de l'art, exactitude, source fiable et conservation. Ce qui est important de comprendre avec la vérification, c'est que autant le comité de discipline que les tribunaux de droit civil voient en l'obligation de vérification probablement la plus importante de vos obligations, parce que de cette vérification-là va découler plusieurs choses. C'est d'ailleurs ce que le comité de discipline avait jugé en 2020 dans l'affaire Castaglia contre Duo, où dans cette affaire-là, le courtier avait obtenu de l'information à l'effet que l'immeuble avait été rénové. Il avait obtenu certains documents, avait donné de l'information sur certains travaux qui auraient été faits sur l'immeuble, mais qu'il n'avait pas vérifié ni validé aucune de ces informations-là. Donc, il a été sanctionné par le comité de discipline et les membres du comité se sont exprimés de la façon suivante. Les dispositions impératives de l'article 5 du règlement sont claires et sans ambiguïté concernant l'obligation primordiale pour le titulaire de permis de toujours vérifier tout renseignement qu'il présente au public et d'être en mesure d'en démontrer la véracité. Ils ont rajouté un peu plus loin: cette obligation de vérification de l'exactitude doit être proactive et positive afin de bien connaître et de dénoncer le contexte de l'immeuble mis en vente. Les tribunaux de droit civil, eux, ça fait à peu près plus de 20 ans qu'ils citent les propos de l'honorable Michel A. Pinsonneau, rédigés dans l'affaire Funaro contre Ciaraba. Et encore aujourd'hui, c'est très d'actualité. Le juge Pinsonneau s'énonçait ainsi: l'une des plus importantes obligations qui incombent au courtier et à l'agent immobilier en vertu de la loi sur le courtage immobilier est de vérifier conformément aux usages et aux règles de l'art les renseignements qu'ils fournissent aux autres membres du public. Ils doivent d'ailleurs toujours être en mesure de démontrer l'exactitude de ces renseignements. Donc, on va illustrer tout ce qu'on vient de voir par des illustrations concrètes tirées de la jurisprudence. Donc, comme je vous l'ai dit, vos vérifications doivent se faire auprès des sources fiables. Justement, dans l'affaire Jalbert contre Fournier. Dans cette affaire-là, les acheteurs étaient représentés par leur propre courtier. Ils ont vu une fiche descriptive qui indiquait « aucun voisin à l'arrière ». Ils ont pris rendez-vous, ont visité l'immeuble, ils ont constaté qu'il y avait effectivement un boisé à l'arrière. Ils ont fait part qu'ils recherchaient un immeuble qui offrait une intimité. Ils ont indiqué qu'il y avait un fort intérêt pour l'immeuble et ils ont demandé à leur courtier acheteur de vérifier s'il y avait un risque que le boisé soit éventuellement développé. Le courtier a fait des vérifications et est revenu en disant que c'était un milieu humide, donc un milieu protégé qui ne serait pas développé. Vous me voyez probablement venir, le boisé a été effectivement développé et puis les acheteurs ont pris un recours contre le vendeur, contre le courtier des vendeurs et contre leur propre courtier. Dans son jugement, le juge démontre clairement que la preuve a été faite qu'il était facile de savoir
qu'il y avait déjà des permis qui avaient été émis pour développer ce boisé-là. Il s'agissait simplement de faire un appel au département de l'urbanisme de la ville. Ce qui est arrivé, c'est que le courtier connaissait une notaire qui avait déjà été conseillère municipale, puis il l'a appelé, puis il a demandé s'il y avait des projets de développement dessus. Sans dire qu'un notaire, parce que je suis notaire moi-même, n'est pas une source fiable, dans ce cas-là, ce n'était probablement pas la source la plus fiable. Donc, c'est pour ça qu'il a été retenu coupable et a été condamné au paiement de 5 000 $ dans cette affaire-là. Dans une autre affaire, l'affaire Côté contre Huot, les acheteurs d'un condo ont reproché au courtier du vendeur de ne pas avoir validé le nombre d'espaces de stationnement. Les vendeurs avaient représenté à leur courtier vendeur qu'ils avaient la possession ou la possibilité d'utiliser 2 espaces de stationnement. C'est ça qui a été inscrit sur la fiche descriptive. Malheureusement, quand ils ont acquis, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient qu'un seul espace de stationnement. Donc, les acheteurs ont décidé de poursuivre le courtier du vendeur et la notaire. Et ils avaient conclu un règlement hors cours avec les vendeurs pour un montant partiel des dommages qu'ils avaient subis. Dans cette affaire-là, le juge a repris les propos de l'honorable Michel Pinsonneau que je vous ai énoncé tantôt, et il a ajouté de plus qu'il était de la responsabilité du courtier de vérifier les renseignements qu'il fournissait sur la fiche descriptive et d'en démontrer l'exactitude. En transmettant aux demandeurs un renseignement erroné quant au nombre de stationnements vendus, le courtier a engagé sa responsabilité envers eux, puisqu'il les a induits en erreur. Plus loin dans le jugement, il ajoute « Un courtier ne peut, dans le but de s'exonérer de sa responsabilité, invoquer le fait qu'il s'est fié aux déclarations de son vendeur, donc de son client. » Évidemment, encore là, le fait qu'un vendeur vous dise « j'ai 2 stationnements », c'est peut-être que c'est vrai, mais c'est peut-être pas la source la plus fiable. Qu'est-ce qui aurait pu être fait dans cette situation-là? Bon, on aurait pu consulter la déclaration de copropriété. Le courtier, s'il n'y a pas les compétences ou il n'y a pas l'intérêt pour la valider, peut demander à un notaire de le faire à sa place. On peut demander au syndicat également de savoir combien il y a de stationnements. Mais une chose est certaine dans cette situation-là, le vendeur n'était pas la source la principale pour avoir la meilleure information dans cette affaire-là. La vérification, c'est plus que simplement récolter de l'information. Donc, c'est beau d'obtenir de la documentation et de documenter un dossier. Encore faut-il en prendre connaissance. Les tribunaux voient l'obligation de vérification comme une obligation positive. Je l'ai mentionné tantôt, vous devez être proactif et positif dans votre vérification. Donc, le courtier ne peut pas se contenter de simplement recevoir de la documentation, il faut en prendre connaissance. C'est justement ce qui est arrivé dans la cause OACQ contre la douceur, une affaire du comité de discipline qui a été jugée en août 2018. Dans cette affaire, les chefs d'accusation formulés contre la courtière du vendeur se résument ainsi. Ne pas avoir informé que l'immeuble avait possiblement servi à la culture de cannabis, alors que ça apparaissait dans une fiche descriptive antérieure, et ne pas avoir effectué de démarches adéquates pour vérifier si effectivement l'immeuble avait servi à la culture de cannabis. Ce qui est arrivé, c'est que l'acheteuse a acheté, fait des travaux dans la maison et a voulu revendre. C'est le deuxième acheteur qui a soulevé la problématique que l'immeuble avait probablement servi à la culture de cannabis. C'est avéré que fort probablement c'était le cas et une forte demande de baisse de prix a été octroyée à ce moment-là. Donc, l'acheteuse initiale, qui se retrouvait vendeuse, a décidé de porter plainte au comité de discipline et a également pris un recours en réclamation en responsabilité professionnelle. Devant le comité de discipline, la vendeuse a indiqué que lorsqu'elle a visité elle-même l'immeuble pour l'acheter, elle s'était fait dire par certains voisins de faire attention parce que l'immeuble avait probablement fait l'objet de culture de cannabis. Elle a demandé à la courtière, puis celle-ci a dit non. Il n'y a jamais eu de culture de cannabis à cet endroit-là. Évidemment, la courtière, devant le comité de discipline, elle a dit qu'elle ne s'était jamais fait poser la question.
Par contre, questionnée devant le comité de discipline, la courtière a dit qu'elle avait fait ses vérifications en sortant toutes les fiches descriptives antérieures, qu'elle avait été voir les voisins pour enquêter sur les oui-dire de culture de cannabis, puis que toutes ces vérifications puis son enquête avaient mené à absolument rien. Donc, elle avait conclu qu'il n'y en avait pas. Par contre, en preuve, les fiches descriptives que la courtière avait sorties lors de sa mise en marché ont été mises en preuve et à l'addenda d'une de ces fiches-là, c'était clairement indiqué qu'il y avait culture de cannabis. Donc, ce qui a fait dire au comité de discipline que la courtière avait probablement manqué de curiosité dans sa vérification parce qu'elle ne l'avait pas vu alors que c'était très bien expliqué. La courtière, au niveau de discipline, a fait l'objet d'une suspension de permis de 30 jours et le FARCIC, devant la preuve qui était au dossier, a tout simplement décidé de faire un règlement hors cours dans ce dossier-là. Évidemment, une vérification déficiente va mener indubitablement à une information ou à un conseil qui va être erroné. C'est ce qu'on peut tirer de la décision Poirier contre Royal Lepage Limoges. Dans cette affaire-là, les demandeurs ont visité un immeuble en compagnie de leur courtière, donc de leur courtière acheteur. Et lors de la visite, le demandeur, qui souffrait un peu de troubles de santé, a décidé de vouloir monter dans l'entretoit pour constater l'isolation et s'assurer qu'il n'y avait pas de vermiculite. Donc, il prend un échantillon de l'isolation et la courtière, quand elle voit ça, elle dit « Ah, regarde, donne-le-moi, je vais m'en occuper, moi, je vais le faire vérifier. » Elle le remet à un inspecteur en bâtiment qui regarde l'échantillon puis il conclut que c'est de la cellulose. Donc, c'est l'information qui est donnée aux acheteurs. Les acheteurs achètent. Et un peu plus tard, monsieur, désirant vous mettre un nouveau système de ventilation avec échangeur d'air, remonte au grenier et sent un malaise. Donc, inquiet, décide de reprendre un échantillon, mais cette fois-ci, l'envoyer en laboratoire. Et en laboratoire, ils ont découvert qu'il y avait effectivement de la vermiculite. Après avoir fait venir des experts, ils ont constaté que dans l'entretoit, il y avait 3 couches d'isolation. Donc, la première couche, c'était de la fibre de verre. Dans le milieu, il y avait de la vermiculite pour environ 1-2 pouces, tout dépendant des endroits. Et sur le dessus, de la cellulose. Donc, à l'œil nu, ça ne paraissait pas, mais il y avait quand même de la vermiculite qui était là. Dans cette affaire-là, le juge a retenu la responsabilité de la courtière en disant « Tu avais le mandat de faire une vérification pour t'assurer qu'il n'y a pas de vermiculite et donc il aurait fallu l'envoyer en laboratoire. » Donc, le fait de l'envoyer à un inspecteur qui ne fait qu'une vérification visuelle n'était pas suffisante pour le juge au niveau de la source fiable. Ce qui est à noter dans cette affaire-là, par contre, c'est comme on parle de vermiculite et que la police d'assurance prévoit que la vermiculite est exclue de la police d'assurance, évidemment, dans ce cas-là, ce n'est pas le FARCIC qui a payé, c'est la courtière par elle-même qui a été condamnée. Passons maintenant à l'obligation d'information. Évidemment, l'obligation d'information est intimement liée à l'obligation de vérification. Je vous l'ai dit tantôt, une mauvaise vérification va amener bien évidemment à de l'information erronée et donc je ne pourrai pas transmettre la bonne information. Il ne faut pas oublier qu'on vérifie pour informer et conseiller et donc on doit informer et conseiller par rapport aux vérifications qu'on a faites. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il va arriver à certaines occasions que l'information que vous allez trouver ou que vous allez obtenir va nécessiter que vous donniez des conseils à vos clients, bien évidemment, sur cette information-là. Le courtier possède plus de connaissances en matière immobilière que la majorité de ses clients, puis on l'espère, c'est pour ça qu'ils font affaire à vous. Et c'est pour ça aussi que les tribunaux vous considèrent comme des experts en la matière.
pas expert, par exemple, comme le notaire dans son domaine ou expert comme un inspecteur dans un autre domaine, mais vous avez vos compétences, vous savez ce qui est important de vérifier, vous savez ce qui est important de donner comme conseil et comment amener une transaction à terme. C'est pour ça que vous devez également reconnaître à ce moment-là vos limites au niveau de compétences et ne pas hésiter également à référer vos clients vers d'autres professionnels, le cas échéant, des experts qui vont pouvoir inspecter davantage au niveau du drain français, etc., et éviter de vous énoncer et donner de l'information qui pourrait s'avérer erronée parce qu'on n'a pas toute la vérification ou toute l'expertise. Évidemment, n'oubliez jamais, jamais, jamais de noter et de documenter les informations, les conseils que vous avez transmis. Encore une fois, ce que vous transmettez par voie téléphonique, confirmez-le par écrit. La demande qui vous est faite par votre client, par voie téléphonique, confirmez que c'est bien ça qu'il voulait. Comme ça laisse des traces du mandat qui vous est confié, de l'information que vous avez transmise, du conseil que vous avez donné. Si le conseil n'est pas respecté par la suite, au moins vous pourrez démontrer que vous l'avez donné. L'information transmise ou le conseil donné doit être objectif et sans dissimulation. Évidemment, ça va de soi. Je pense qu'on n'a pas besoin de le dire. On n'est pas là pour faire des cachettes. On fait une vérification, on donne l'information. C'est ce qui est important. C'est la conclusion aussi à laquelle en arrive le tribunal dans l'affaire Gagnon contre Ouellette. Dans cette affaire, les vendeurs avaient indiqué à l'ADV qu'il y avait eu une problématique d'infiltration d'eau sans donner plus de détails là, à la clause des 15. Le courtier des acheteurs avait demandé des précisions, avait demandé à ce qu'une nouvelle DV soit faite avec plus d'explications. Une deuxième DV arrive avec plus d'explications. Par contre, ça a amené des ambiguïtés entre les deux DV. Il a demandé des explications supplémentaires et la courtière des vendeurs a dit « Ne t'occupe pas de la première DV qui a été rédigée un peu par stress par mes clients. C'est vraiment la deuxième DV qui est véridique et il y a eu qu'un épisode d'infiltration d'eau, il y a plus de 3 ans, tout est réglé présentement. » Évidemment, quand les acheteurs ont acheté, ils se sont rendus compte que les dégâts derrière les murs démontraient beaucoup plus qu'une seule infiltration d'eau et probablement des infiltrations répétées. C'est d'ailleurs ce qui a été révélé au procès. Donc, les vendeurs ont démontré qu'il y avait eu beaucoup, pas les vendeurs, mais les acheteurs ont démontré qu'il y avait beaucoup d'infiltration dans les années précédentes. Et même ce qui est ressorti, c'est qu'au cours des 6 premières années où au cours des 6 premières années où les vendeurs avaient été propriétaires, c'était arrivé à toutes les années, les infiltrations d'eau. Donc, c'est ça. Donc, le juge a conclu qu'il y avait eu dissimulation d'informations importantes dans ce cas-là, parce que même si ça faisait plus de 3 ans que c'était réparé, même si ça faisait plus de 3 ans qu'il n'y avait pas eu d'infiltration, le fait qu'il y en ait eu à répétition pendant un certain temps, ça peut laisser des traces sur un immeuble et ça aurait dû être divulgué pour pouvoir ne pas rien camoufler, ne rien dissimuler. L'obligation d'informer, c'est une obligation qui persiste dans le temps. Donc, tant aussi longtemps que la transaction n'est pas terminée, vous avez un mandat, vous représentez votre vendeur, vous représentez les acheteurs et vous avez l'obligation de les informer, update de la situation. Je n'ai pas de décision dans ce cas-là, mais on va faire une petite mise en situation pour illustrer le propos. Vous avez pris la mise en marché d'un condo, vous avez fait les vérifications de taxes municipales, des vérifications de taxes scolaires, et même votre vendeur vous a remis son avis du syndicat disant qu'il paye tant de frais aux propriétés à tous les mois. Vous mettez ces informations-là à la fiche descriptive, et plusieurs mois passent sans vente, et la nouvelle année arrive.
Nouveau compte de taxes scolaires, nouveau compte de taxes municipales, et même le vendeur a reçu ses nouveaux frais de copropriété pour la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans cette situation-là? C'est assez simple, hein, je pense. Mettre à jour les informations de la fiche descriptive pour s'assurer que tout nouveau visiteur puisse avoir la nouvelle information. Tout nouveau visiteur, mais même ceux qui ont déjà visité. Donc, on a une nouvelle information, ils ont eu une ancienne fiche descriptive, ils ont montré un certain intérêt, on doit leur envoyer la nouvelle information pour qu'ils puissent être à jour à ce niveau-là. Évidemment, là, je vous ai parlé des taxes scolaires, municipales, des frais de copropriété, mais la mise à jour, ça va comporter tout, là. On apprend finalement que le terrain n'a pas 25 000 pieds carrés, qu'il y en a 22 000. On doit apporter la modification. Quand on informe ou quand on donne un conseil, on ne devrait jamais prendre pour acquis que les parties connaissent l'information. Donc, jamais, jamais. Et ça, c'est dans la décision Bélanger contre Demers. Dans cette affaire, la demanderesse désirait vendre son immeuble avec les services d'une courtière. L'immeuble est mis en vente avec quelques inclusions, là, les inclusions d'usage, luminaires, stars, rideaux, etc., quelques meubles. Et ça ne se vend pas. 3 mois plus tard, la vendeuse appelle sa courtière et dit « Garde, je serais peut-être disposé à vendre avec plus d'inclusions. Donc, tu peux écrire à la fiche descriptive, la modifier, peut être vendue entièrement meublée et décorée. » La fiche est modifiée. Il y a une promesse d'achat qui rentre et cette promesse d'achat-là prévoit que tous les meubles meublants ainsi que la décoration sont inclus à la vente. Au terme d'échanges de contre-propositions, principalement sur le prix, pas sur les inclusions, les parties s'entendent. Quelques jours plus tard, la vendeuse s'en va au marché et rencontre la femme de l'acheteur. Et c'est là qu'elle apprend que la maison qu'elle est en train de vendre, elle la vend avec tout ce qu'il y a dedans. Tout. Évidemment, elle en parle à sa courtière, qui lui conseille d'essayer de faire une liste des biens qu'elle voudrait garder, de la présenter aux acheteurs et essayer de négocier à ce niveau-là. Elle fait une liste, la présente aux acheteurs, mais les acheteurs, à part quelques biens, décident que non, on achète. Il y a un recours qui est intenté contre la courtière par la vendeuse, on s'en doute, pour ne pas l'avoir adéquatement conseillé et informé quant aux impacts de la promesse d'achat reçue. Lors de l'audience, la courtière a invoqué avoir remis la promesse d'achat à la demanderesse, ne pas avoir reçu de questions de la part de la demanderesse, de la vendeuse, et donc avoir pris pour acquis qu'elle comprenait la promesse d'achat en entier. Dans le jugement, le juge mentionne que le membre doit, là, il parle du courtier, là, le membre doit informer de façon raisonnable son client et toutes les parties à une transaction des droits et obligations découlant des documents qu'il leur fait signer. Cette obligation d'information est très importante, notamment en raison du fait que les contrats signés par l'intermédiaire des courtiers et agents immobiliers portent dans la plupart des cas sur le plus important investissement des parties impliquées. Le juge conclut en indiquant qu'en vertu de l'ensemble de la preuve, la courtière avait manqué à son devoir d'information lorsqu'elle a justement présumé que la vendeuse avait compris la documentation et qu'elle avait tenu pour acquis qu'elle l'avait lu et compris. Il rajoute donc dans son jugement, un professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait dû s'assurer que la cliente comprenait que lorsqu'elle fournissait une contre-proposition, elle n'annulait pas la promesse d'achat. Donc, promesse d'achat avec « j'achète tout », je fais une contre-proposition qui n'a rien dedans, mais je ne suis pas en train de tout annuler, je suis juste en train de négocier le prix. Donc, c'est un peu ça que le juge lui a dit. De plus, un professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait à tout le moins demandé à son client de dresser une liste qu'elle voulait garder avant même que la promesse d'achat soit acceptée. Là, je vois qu'il me reste à peu près 30 secondes, on va essayer de faire ça vite.
Donc, la courtière, dans cette affaire-là, a été condamnée pour 46 500 $, donc la totalité des 31 500 des meubles là, est évaluée, et 15 000 de plus en troubles, ennuis, inconvénients. Certaines transactions vont requérir des connaissances spécifiques parce qu'ils vont être dans un domaine particulier. L'affaire 93 49 35 34 Québec King contre Guilloux est un bon exemple dans cette affaire-là. L'acheteur voulait acheter un duplex dans le but de reprendre les 2 logements et le transformer en unifamilial. Ça, c'est son objectif. Le locataire qui est présent signe un consentement acquitté. Sauf que le locataire a plus de 70 ans, il est dans ce logement-là depuis plus de 10 ans, et après avoir consulté un juriste, dit « ben non, moi, la loi me permet de demeurer dans mon logement. J'ai plus de 70 ans, ça fait plus de 10 ans que je suis là, et j'ai un revenu qui me permet d'avoir un loyer modique. » Donc, il refuse de quitter. Évidemment, un recours est pris, et de plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce locataire-là payait 375 $ de moins par mois que le marché actuel, bien, le marché de ce moment-là. Donc, un recours est pris, et évidemment, le courtier est tenu responsable par le juge en disant « vous auriez dû connaître les règles qui faisaient en sorte que même si le locataire avait donné un avis croyant qu'il devait quitter, donc qu'il acceptait parce qu'il croyait devoir quitter, bien, la loi lui permettait de demeurer, et c'est la raison pour laquelle. Donc, il y a eu une condamnation de 15 000 $ qui est l'équivalent de 40 mois fois 375 $ par mois, donc 15 000 $. Dans le même ordre d'idée, dans la reprise de logement, on vous rappelle que la reprise de logement n'est pas possible pour les sociétés par action, parce que pour reprendre un logement, il faut y mettre un ascendant ou un descendant. Société par action, ça n'en a pas. Également, c'est valable s'il y a un acheteur. S'il y en a 2, il faut qu'ils soient conjoints. Donc, le père et sa fille, le fils, le frère et sa sœur, la mère et sa fille, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit des conjoints. Puis si on en a plus que 2, on est à 3, 4, bien là, on n'en parle même pas. Il n'y a pas de reprise. Et également, c'est ça. Donc. Ah oui, puis un autre point également qu'on veut apporter, qui est important, c'est les terrains taxables. Donc, c'est très, très, très important également de comprendre quand est-ce qu'un terrain devient ou non taxable. Donc, juste comme ça, même si je détiens un terrain personnellement, que je ne l'ai jamais exploité, si j'en fais une subdivision en plus de 2 lots, bien, tous les lots deviennent taxables. Donc, c'est important de faire attention. Quand vous vendez des terrains vacants, si vous n'êtes pas en mesure de savoir s'il est ou non taxable, demandez à votre vendeur d'aller confirmer si le terrain l'est. C'est son obligation de toute façon à la base, mais c'est sûr que si vous avancez en lui disant « ce n'est pas taxable », bien là, c'est sûr qu'il va invoquer le fait qu'il s'est fié à un expert qui lui a dit que ce n'était pas taxable. Donc, c'est ce qui complète cette conférence. On espère qu'elle vous aura été profitable et instructive. On garde en tête, comme je vous ai dit tantôt, les mots principaux, donc objectivité, ensemble des informations pertinentes, usage et règles de l'art, exactitude, source fiable, conservation. Et donc, de retenir ça, ça va aider à éviter certaines plaintes en déontologie et également certains recours en responsabilité professionnelle. Et si vous voulez parfaire vos connaissances, n'oubliez pas que sur le site de Sinbad, bien, sur le site de l'OACIQ, dans la section Sinbad, il y a une multitude de textes qui peuvent vous aider, vous orienter sur des transactions particulières. Plusieurs formations également accessibles via le portail de développement. Il y a le guide de prévention également que vous pouvez trouver sur Farsic, ou sinon vous pouvez aller à notre kiosque. On en a plusieurs en version papier également. Il y a les proactifs également, puis plusieurs autres outils que vous pouvez utiliser pour, je l'espère, faire une pratique plus préventive. Merci.